Ouverture à Libreville de la semaine de régulation organisée par l'Agence de régulation du secteur eau et énergie. Cette rencontre mobilise les acteurs locaux et internationaux, vous le verrez. Près d'une tonne de cocaïne saisie par la douane gabonaise, ce coup de filet vient mettre à nu un vaste réseau de trafic de stupéfiants. Ce sont les titres de ce journal. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. La ville de Libamba est en plein chantier après le passage du président de la transition dans cette localité. Il est venu d'ailleurs donner un coup de pouce dans l'accélération des travaux, la construction du centre médical et du complexe scolaire dans la commune pourrait s'étaler sur 18 mois selon l'entreprise adjudicataire Prisca Mugula et Bartel Boas pour les détails. À Libamba, au cours de son séjour dans la province de Longonié, le chef de l'État annonçait la construction en cours du centre médical et du complexe scolaire de la ville. Les travaux de ces deux infrastructures sociales de base sont réalisés par une PME locale. Ces acquisitions viennent embellir la commune, mais également faciliter l'accès aux soins de qualité aux populations de la localité et de ses environs. Donc ici, nous avons eu la facilité de réaliser le centre médical de Libamba, le nouveau centre médical de Libamba. Dans ce programme, nous avons principalement 4 grands blocs. Le premier bloc, qui est là-bas, qui est en attente de recevoir une dalle, qui va recevoir la partie supérieure, comprend notamment une partie administrative. Nous avons la médecine externe, et puis d'autres services d'urgence qui vont être représentés dans ce premier bloc. Au milieu, nous avons donc 2 bâtiments. Dans les 2 bâtiments, il y a un premier bâtiment qui contient des plateaux techniques, ce qui comprend le laboratoire. Dans ce centre médical, plusieurs spécialités, médecine générale, pédiatrie, gynécologie. Non loin de là, le complexe scolaire CTRI composé de salles de classe, d'aires de jeu et de bâtiments administratifs. 4 bâtiments, dont 2 grands bâtiments qui comportent chacun 4 grandes salles de classe, un bloc sanitaire. Ça fait un total de 8 salles de classe. On a là-bas du côté des complexes scolaires un bâtiment pour la maternelle qui a 3 salles et quelques pièces, c'est-à-dire le bureau de la responsable, les sacs techniques, des plateaux techniques pour l'épanouissement des enfants. Et enfin, on a aussi un bloc de bâtiment qui est le bâtiment administratif. Ces projets s'inscrivent dans le programme d'extension de la ville de Libamba dénommé Libamba 2. À ces réalisations qui viendront améliorer le quotidien des Levallois s'ajoute l'hébergement du personnel soignant et du personnel enseignant. Je vous le disais en titre à la vice-primature sur instruction du président de la transition, le vice-président Joseph Oundebert a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'ouverture de la semaine du régulateur organisée par l'Agence de régulation du secteur eau potable et énergie électrique, une rencontre qui mobilise les acteurs locaux et internationaux. Les précisions avec Aline Zila et Eric Bellé. Durant une semaine, la capitale gabonaise est le point de ralliement des acteurs locaux et internationaux du secteur de l'eau et de l'électricité et toutes les parties prenantes. Cette grande messe porte essentiellement sur le renforcement des capacités des participants avec pour thème enjeux et défis de la régulation en Afrique. Représentant le chef de l'État, Brice Clotaire Oligingima, le vice-président de la transition a pris part à la cérémonie d'ouverture de la semaine du régulateur organisée par l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique. Cette rencontre est l'occasion de jeter les bases sur les meilleures pratiques et la mise au point des solutions réalistes et réalisables de l'eau et de l'énergie. Il s'agit de faire comprendre quels sont les enjeux, quels sont les défis et qu'est-ce que la régulation peut apporter aux États dans l'exercice de leur activité dans le domaine de l'énergie et de l'eau. C'est de pouvoir mettre en commun ce qui existe dans les différents pays d'Afrique centrale pour qu'on puisse voir que les recettes qui sont proposées sont des recettes réelles, pas des recettes théoriques. Donc arriver à comprendre comment la régulation peut faire baisser les prix
au bénéfice des consommateurs, tant dans l'eau que dans l'électricité. Arriver à comprendre les mécanismes pour que les partenariats publics-privés deviennent une réalité et soient mis en œuvre, c'est-à-dire la bonne méthodologie. Savoir lire un modèle financier pour savoir vraiment quel est le juste prix que l'État doit payer et pouvoir mettre en commun et créer l'association des régulateurs d'Afrique centrale pour qu'on puisse chaque fois se déplacer et voir ce qui existe dans les pays qui nous ressemblent et pouvoir le dupliquer et le mettre à la disposition des autres pays. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le vice-président de la transition, Joseph Ondobert, a réitéré les enjeux importants de cette rencontre concernant l'eau et l'électricité qui jouent un rôle prépondérant et en appelle à se pencher sur la question avec dextérité. Mesdames et messieurs les régulateurs, afin de permettre un réel échange d'expériences et de meilleures politiques, de promouvoir l'intégration régionale et le développement de politiques publiques concertées en matière d'eau et d'électricité, le moment n'est-il pas bienvenu, ici et cette semaine durant, de mettre en commun vos intelligences et nous proposer ce cadre indispensable à l'optimisation du fonctionnement de ces services plus qu'essentiels à la vie, auxquels vous, chacun chez soi, concourez au quotidien. Prévu se tenir jusqu'à vendredi prochain, les solutions issues de la semaine du régulateur devront permettre aux ménages et aux entreprises de bénéficier de façon optimale d'une meilleure qualité de service de distribution d'eau potable et d'électricité. Toujours en rapport avec Site Actualité, Patricia Lidi Mouelé et Mohamed Tito reviennent sur les enjeux et défis de la régulation en Afrique, une thématique qui répond bel et bien à la problématique de l'heure, celle d'améliorer le secteur eau et énergie. On regarde. L'eau et l'électricité des secteurs clés pour un pays, tant sur le plan social, économique, politique, environnemental. Pour répondre aux besoins des populations, il importe d'améliorer, mais aussi de gérer ces ressources, facteurs prioritaires de développement en Afrique. Cette semaine nous permettra d'échanger sur le cadre sectoriel, de rechercher et d'établir la nécessaire complémentarité entre les acteurs, d'imaginer comment répondre aux challenges du transport et de la distribution, tant en électricité qu'en eau, et de mesurer l'intérêt de la régulation pour les États à travers les impacts financiers, la méthodologie de projet et les évolutions légales. Les régulateurs africains devront donc pendant une semaine élaborer une stratégie régionale à même de mettre en place un cadre pour améliorer la qualité de service pour le bien-être de tous. Si nos États respectifs mettent à disposition des cadres d'exercice de cette nature, c'est afin d'améliorer la qualité de service à nos compatriotes qui doivent payer le juste prix par rapport à la qualité du service reçu par les opérateurs du secteur eau en particulier. Nous devons en effet avoir à l'esprit que les bénéficiaires de la régulation doivent demeurer au cœur des préoccupations des gouvernants. L'eau et l'électricité, problématiques aux multiples enjeux, sont donc des éléments indispensables qui contribuent à la réduction de la pauvreté en Afrique. Aussi, les conclusions des experts sont-elles attendues pour une meilleure prise en compte des politiques publiques. À l'occasion du lancement de la campagne relative au référendum pour la nouvelle constitution, le médiateur de la République, Alexis Boutomba-Mbina, a prononcé une allocution au cours de laquelle il exhorte la population à faire campagne et voter dans le respect des contradictions et la paix. Suivant cet extrait, il est au micro de Jerry Mbougou Bivigou et Prestine Guayman. Mes chers compatriotes, la campagne pour le référendum constitutionnel s'ouvre officiellement ce 6 novembre et le vote aura lieu 10 jours plus tard. Au moment où s'amorce cette étape décisive et significative pour notre pays, l'honneur m'échoit de rappeler à l'ensemble de nos compatriotes qu'en dépit de la confrontation des opinions, l'on ne doit pas perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire la préservation de notre savoir-vivre ensemble et la paix qui sont des levains cardinaux pour la réalisation des intérêts et des Gabon fiers
de son destin. L'avenir d'un pays se construit dans la sérénité et la confiance mutuelle. Faisons donc attention aux supputations et autres interprétations qui peuvent semer le doute dans la masse plurielle. Le 16 novembre prochain, chacun doit se prononcer en son âme et conscience, mais la transition, quant à lui, a procédé à une séance de travail avec les membres du comité technique de l'audit des régies financières sur la prime de la performance budgétaire, une rencontre qui intervient plusieurs mois après l'élaboration des 10 travaux. Balbi Notamova, Peter Mafumbi, Francis Ifunda. Faire le bilan et présenter la première phase des travaux de l'audit du fichier des effectifs et des primes des agents de régie financière et administration assimilés au président du comité de pilotage de cette entité des finances publiques, le Premier ministre chef du gouvernement de la transition. C'est tout l'intérêt de cette rencontre. Ce matin, de la commission technique de présenter déjà le premier rapport qui sanctionnait les travaux de l'audit du fichier des primes et des effectifs. Il a été noté plusieurs anomalies constatées et que ces anomalies ont eu des recommandations de la commission technique qui, le dernier arbitrage, revient au comité de pilotage qui devra statuer sur la mise en œuvre ou les conclusions définitives des travaux que nous avons arrêtés en commission technique. Le sentiment à mi-parcours qui se dégage aujourd'hui est très satisfaisant dans la mesure où nous avons tous mené cet audit avec l'administration, le CTRI. Plusieurs mois après l'élaboration de ce travail, les auditeurs du comité technique ont pu faire ressortir des insuffisances qui imposent encore des améliorations à l'avenir. Dans tout travail humain, il faut toujours un contrôle. Et l'audit ici constitue un contrôle. Cela permet quoi? Cela permet, n'est-ce pas, de voir ce qui est à performer, ce qui est à rectifier et de voir aussi les différents manquements ou errements qui peuvent être dus à l'agent, à l'être humain qui est soumis à toutes sortes d'erreurs. Donc là, ça nous a permis justement de voir comment modifier le fichier PPB de manière à ce qu'il soit plus juste, plus prompt, plus cohérent par rapport à la déontologie, aux règles, n'est-ce pas, liées à la PPB. Au nombre de recommandations formulées par le comité technique, le toilettage du fichier de la prime de la performance budgétaire en extrayant le personnel non éligible, l'attribution d'un identifiant spécifique à chaque agent, la révision des textes réglementaires instituant les primes des fonctionnaires des régies financières et administrations assimilées, entre autres. Ouvrons à présent la page consacrée aux activités ministérielles. Tout d'abord, le ministre de la fonction publique invité à prendre part à la cérémonie de remise de parchemin de la 3e promotion des étudiants de l'Institut des hautes études de management, IHEM, occasion tout donnée pour célébrer l'excellence et le mérite. Fabiola Mingue, Alexandre Kogé. Ce sont des années d'études acharnées qui viennent d'être récompensées à ces lauréats de la 3e promotion de l'année 2024 du groupe IHEM. Ils étaient un peu plus de 200 à recevoir leur parchemin en présence du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Louise Bokondo Moussavou. Une cérémonie de diplôme qui a pour but de célébrer l'excellence. Depuis sa création, le groupe IHEM s'est résolument engagé dans la formation du capital humain sans lequel aucun développement n'est possible. Dans ce sens, l'IHEM s'inscrit chaque année dans une perspective d'amélioration continue de sa vision afin d'offrir à ses apprenants des conditions d'apprentissage propices. Cette étape qui vient d'être franchie par ces lauréats représente un ouf de soulagement. Ils espèrent désormais décrocher un emploi. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes tout à fait contents aujourd'hui de recevoir ce parchemin et nous espérons encore que cette initiative soit louable. Déjà qu'elle est louable et qu'elle puisse continuer dans cette lancée. Je suis très émue. Je remercie Madame la ministre qui s'est présentée pour cet événement aussi spécial pour nous. Je remercie le colonel de la santé militaire qui a effectué ce déplacement. C'était pas très difficile parce que je me suis mise à travailler, je me suis mise à étudier et mes enseignants m'aidaient beaucoup. Engagé dans la formation du capital humain depuis sa création, le groupe de l'Institut des hautes études de management s'inscrit dans une vision d'amélioration de ses offres de formation afin de maximiser les chances de leurs diplômés sur le marché de l'emploi.
Le ministre de l'économie a effectué une descente de terrain au port-mol de Libreville. Une importante cargaison d'environ 1 tonne de cocaïne a été saisie par la douane gabonaise. Ce coup de filet vient mettre à nu un vaste réseau de trafic de stupéfiants. Léa Bifan, Richard Mobio a été présent. Ce bateau de fortune, digne d'un outil de trafic, n'a pas pu tromper la vigilance des douaniers en poste au port-mol de Libreville. À son bord, environ 1 tonne de drogue savamment dissimulée dans les ballots de marchandises. Saisi de la situation, le ministre de l'économie s'est rendu sur les lieux pour mieux examiner cette situation. Nous sommes venus ici avec le directeur général des douanes et ses équipes constater une saisie qui a été faite sur un navire, une saisie que nous avons estimée à plus d'1,5 tonne de drogue en provenance du Togo. Cette drogue était cachée dans des ballots de friperie qui étaient destinés à des personnes vivant sur le territoire national. Je voudrais féliciter les services des douanes et les encourager à aller encore plus au-delà, de façon à ce que ces activités illicites qui viennent parasiter notre économie puissent être très fortement réduites et qu'on puisse éviter les dérives que ça entraîne, que sont l'insécurité et parfois la dépravation qu'on peut voir chez certains jeunes. Cette importation illicite stoppée par la douane gabonaise n'a pas encore révélé l'identité des propriétaires de ce trafic. Il faut déjà dire que nous sommes ici en présence d'une importation de produits illicites qui constitue une infraction prévue par le Code de douane CEMAC dans ses articles 55 et 63. À ce niveau, nous n'avons pas de suspects. Il faut dire que depuis jeudi, nous sommes sur cette opération parce que nous avions espoir de mettre la main sur les intéressés. Et comme vous savez, ce sont parfois des gens qui sont beaucoup renseignés et personne ne s'est présenté jusqu'à présent pour faire l'enlèvement de la marchandise. Et pourtant, il y a eu bien une déclaration qui a été levée. Les numéros que nous avons lorsque nous appelons, personne ne décroche. Cette saisie a eu le mérite de freiner la propagation de cette drogue dans la capitale gabonaise. D'ailleurs, le procureur de la République a procédé à la destruction de ces stupéfiants en présence des responsables des services spéciaux et de la douane gabonaise. Et au ministère de la Communication, le ministre Laurence Ndong a tour à tour échangé avec les ambassadeurs de France, d'Italie et de la Chine. Les questions de formation des journalistes et autres sujets d'intérêt commun ont été abordés. Patrick Simangoy, Richard et Vindi Mbumba. C'est l'ambassadeur haut représentant de la République française au Gabon qui a ouvert cette série d'audiences accordée ce lundi 4 novembre 2024 par la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Laurence Ndong. Fabrice Moriès poursuit ainsi le dialogue traditionnel entre l'ambassade de France et le ministère de la Communication. Nous avons fait le point sur les sujets que nous avons concrétisés depuis, et notamment ce séminaire de formation des journalistes gabonais que nous avons fait conjointement nous avons organisé conjointement avec le ministère et qui a été opéré par une ONG qui s'appelle Médias et Démocratie. Nous avons également évoqué la situation politique actuelle au Gabon, la campagne référendaire qui va s'ouvrir dans quelques jours et dans laquelle le ministère de la Communication et le porte-parole du gouvernement va jouer un rôle essentiel. En deuxième heure, l'ambassadeur d'Italie en poste depuis une année à Libreville, Stefano Moscatelli, a saisi cette visite de courtoisie, la première du genre, pour réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre Libreville et Rome. Et j'ai pris l'opportunité aussi pour féliciter la ministre pour la qualité et l'efficace de la communication qu'il y a eu au Gabon pendant ce processus de transition, parce qu'il a vraiment fait comprendre à la communauté internationale et la peculiarité du cas du Gabon et les processus de retour à la démocratie qui marche ici. L'axe Libreville-Beijing se porte également bien. Son Excellence Xu Ping est venu échanger
avec la porte-parole du gouvernement de la transition, Laurence Nong, sur les axes de coopération bilatérale, au premier rang desquels la communication, qui est un véritable pont qui favorise la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et gabonais. Presque chaque année, nous avons eu des séminaires pour les journalistes et les fonctionnaires du ministère. Les échanges de ce lundi entre la ministre de la Communication, Laurence Nong, et les ambassadeurs français, italiens et chinois démontrent une fois encore que le Gabon reste ouvert à la coopération internationale avec comme objectif le soutien de la politique de développement de notre pays. Dans ce journal, on parle également de cette signature de partenariat entre le ministre de l'Industrie gabonaise et celui de Turquie dans l'optique de promouvoir l'industrie locale. Le Gabon, via ce partenariat, souhaite bénéficier de l'expertise turque dans le secteur industriel. Bienvenue Nelkem, Aristide Imambo. 362 zones industrielles multisectorielles et 104 parcs technologiques. Voici le potentiel industriel turc qui a suscité l'admiration du ministre gabonais de l'Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdet, d'où ce déplacement en Turquie. Pendant plus d'une heure au cours de cette rencontre de travail, le membre du gouvernement gabonais a pu s'approprier du dit modèle visant à rehausser la transformation locale des ressources naturelles. D'autant plus qu'il y a quelques jours, le gouvernement actait la création des zones industrielles de l'île Bangui et de Mayumba, dont les études de faisabilité vont démarrer très prochainement. Il est donc question pour le responsable du secteur industriel du Gabon de s'inspirer des meilleurs pour hisser l'économie locale et que via ce secteur, la croissance économique soit sous ses beaux jours. Par ailleurs, la création d'un incubateur technologique et le renforcement de l'infrastructure qualité par la mise en place d'un laboratoire turc est en perspective au Gabon dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. Cet incubateur favorisera l'assistance à la mise en place d'un premier parc technologique au Gabon, le transfert de technologies pour développer les zones industrielles en projet et le transfert de compétences assurant la formation des jeunes aux métiers techniques avec l'appui de la Banque technologique des Nations Unies installée à Istanbul. À cet effet, une délégation turque sera au Gabon dans un proche avenir pour une prospection approfondie et pour le lancement des travaux. Le ministre des Transports, via le bureau d'enquête accidents et incidents d'avion, a procédé à la remise du rapport d'enquête sur l'accident d'avion de la compagnie aérienne Action Air survenu le mois de mars dernier à l'aéroport international Léomba de Libreville. Jean de Dieu, Hogoms Gombi, Juste Njana pour les détails. 8 mois après un accident technique d'avion survenu à l'aéroport de Libreville lors d'un train d'atterrissage, la direction générale du bureau d'enquête sur les accidents d'aviation a officiellement remis le rapport d'enquête de cet incident au dirigeant de la compagnie aérienne Action Air. Le pilote, il a été vraiment capable de gérer cette situation en portant l'avion sur la piste et après, normalement, avec un trait pas sorti, c'est normal qu'il a dû gérer ça dans des endroits pas faciles. Il a fait très bon travail. Il a mis l'avion à côté de la piste, mais il n'y a pas eu aucun problème. On a eu l'assistance de l'aéroport. Tous les personnels de l'aéroport, il est venu pour donner une aide, l'assistance. L'enquête a été menée de main de maître par les techniciens du dit bureau d'enquête. Il s'agit d'un Cessna, un avion qui fait l'observation au niveau de la côte, qui, à un moment donné de son envol, a eu des problèmes mécaniques et qui finalement a dérouté, a fait une sortie de piste qui nous a conduit à mener des enquêtes jusqu'à aujourd'hui. Nous avons constaté que c'était un aéronef vieillissant. Donc le système de fonctionnement ne calibrait plus par rapport à la norme. Donc il fallait tout révisiter. Au cours de cet accident d'avion qui a occasionné un atterrissage forcé, à bord, ce sont 3 passagers et le commandant qui sont tous sortis indemnes.
Les parlementaires de la CEMAC se sont réunis récemment en séance plénière au siège de cette institution à Malabo, en Guinée équatoriale, pour examiner et adopter leur projet de budget exercice 2025 pour l'année à venir. Cette institution devra malheureusement se contenter d'une prévision budgétaire en nette régression. Jean-Rodrigue Bingundu. Essentiellement à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le patron en second du Parlement de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Hilarion Eton, l'examen et l'adoption du projet de budget de cette institution exercice 2025. Un projet de budget soumis à l'Assemblée par le vice-président de la commission de la CEMAC, Charles Lassomba, revu à la baisse. Pour ce qui est des agences d'exécution, les prévisions de charges sont adaptées à 13 milliards 353 millions 647 193 francs CFA contre 25 milliards 365 millions 968 893 francs CFA en 2024, enregistrant une forte baisse 12 321 700 francs CFA, soit 47,36%. Au terme d'intérêt de cette séance, l'examen du rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté, avec comme enjeu majeur le versement par les États membres de la taxe communautaire d'intégration. Les plans d'action des institutions vont dépendre essentiellement de la nette amélioration de la mobilisation de la taxe communautaire d'intégration qui représente à elle seule 63,49% des ressources budgétaires de la communauté. À cet égard, une nette amélioration du recouvrement de la dite taxe auprès des États avec le paiement des arriérés accumulés va constituer une priorité forte. 2025. Ouvert le 14 octobre dernier, les travaux de cette deuxième session ordinaire du Parlement communautaire de la CEMAC se poursuivent au sein des différentes commissions. Celle en charge des affaires économiques du Parlement auditionne tour à tour les premiers responsables des institutions et autres agences d'exécution de la CEMAC sur leur projet de budget arrêté par le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale dans un intervalle de temps n'excédant pas le 12 novembre prochain, date de clôture de la dite session. En prélude à la tenue du conseil d'administration de l'ENES, dans quelques jours, les acteurs du système éducatif en réunion d'urgence en toile de fond la polémique autour de la gouvernance de l'ENES et de l'ENSET. La rencontre a été présidée par les conseillers du ministre de l'Éducation nationale. Le point avec Nathalie Oké et Jérémy Indou. Au menu des échanges, les dysfonctionnements au sein de l'ENES, une école de formation pour professionnels de l'éducation nationale. L'établissement formerait à ce jour des profils non utiles au secteur. L'ENES pose énormément de problèmes aujourd'hui parce que vous constatez qu'il n'y a pas de professeurs alors que nous avions une école de formation. Il n'y a pas des professeurs de mathématiques, il n'y a pas des professeurs de physique. Les enseignants internes, ils vont à l'ENES, ils payent 150 000 francs, alors que c'est une école de l'État, ce qui est inadmissible. Une révision des curricula s'impose. L'État aujourd'hui envisage de construire 30 collèges d'enseignement technique. Qui viendra enseigner? Qu'est-ce qu'on va enseigner là-dedans? Vous partez à l'ENSET, il y a des jeunes qui ont déjà fait 10 ans à cause du système LMD. Mais est-ce que l'ENSET a été fondé pour LMD? Nous devons revenir aux fondamentaux. Les profils issus de ces écoles de formation publique auraient du mal pour les formalités à la fonction publique. L'école normale supérieure a ses missions. Et si l'école normale supérieure existe, c'est parce que nous avons besoin, le Gabon a besoin des enseignants. Nous n'avons pas besoin de chercheurs. Et encore qu'on peut faire la recherche étant à l'école primaire. Puisque à l'école primaire, nous avons des docteurs aujourd'hui. À l'école normale des instituteurs, nous avons des docteurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui à l'école normale supérieure est inadmissible. Il n'y a pas les enseignements. Autant de dérives dénoncées par les enseignants en formation, les syndicats du secteur éducation, l'administration de tutelle. Les apprenants du regroupement des villages de Soga dans le département de Lefoué-Onoye ont désormais leur école. Cette dernière vient d'être inaugurée en présence des autorités locales. Reportage. Après plusieurs années d'attente,
La population du groupement de village Sora dans le département de l'Ofonoy a désormais un établissement scolaire. Cette structure éducative a été présentée à la tutelle locale du ministère de l'Éducation nationale, cela en présence du préfet du département de l'Ofonoy, mais également de la communauté venue saluer cette initiative, fruit d'un partenariat public-privé, financé à hauteur de 4 millions de francs CFA par le concessionnaire forestier CIPLAC et JBG. Tout ceci intégrant les redevances forestières issues de l'exploitation dans cette partie de la province. Le bébé qui est livré aujourd'hui, donc, c'est un bâtiment d'un bloc qui est de 26 mètres sur 14, qui comporte 3 salles de classe. Alors, c'est une école équipée. La tutelle provinciale, en réceptionnant cet édifice, ne pouvait que s'en réjouir. L'érection d'une école digne d'envie dans le regroupement de Sora montre visiblement l'intérêt que vous accordez à l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi je vous prie d'accepter mes sincères remerciements. Le dépositaire de l'autorité de l'État, en inaugurant cet établissement, s'est fait fort de revenir sur le dit projet. Notre école de Sora est là, tout équipée et désormais fonctionnelle. Toute chose qui rend finalement accessible ou relègue au second plan les difficultés qui ont pu se présenter tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Rappelons que cette école de groupement de Sora a été réalisée grâce à l'arrêté numéro 505 du Code forestier. La cérémonie inaugurale s'est achevée par des bénédictions marquées également par l'ambiance socio-culturelle. Et pour la suite de ce journal, je vous fais lecture de ce communiqué qui nous parvient de la coordination départementale du ELE. Il dit ceci. La coordination départementale du ELE convie les ressortissants du département du ELE résidant ou de passage à Libreville à une importante rencontre citoyenne à la Chambre de commerce de Libreville ce mercredi à 16h. La présence de tous est vivement souhaitée. Toute personne à l'écoute du présent communiqué est priée d'en faire large diffusion. Et pour la fin, un fait divers, il s'agit de l'arrestation d'un présumé voleur de voitures par les éléments de la gendarmerie en service à la brigade sud du camp Roux. L'homme appartiendrait à un gang spécialisé, suivant ce reportage de Lionel Pissam. Le voleur a 99 jours, a-t-on coutume de dire. Fernand Ziengi, alias le Kinda, a été enfin appréhendé par les éléments de la brigade sud du camp Roux après 2 mois de cavale. Cerveau d'un gang opérant dans la capitale gabonaise, ce compatriote serait un spécialiste des détournements de véhicules. Je reconnais que j'ai démarché pour la vente du véhicule et puis le véhicule a été vendu. Madame Annie est celle qui est la personne qui est allée prendre le véhicule chez monsieur Koné, qui est un sujet ivoirien, qui a une maison de location de véhicules. C'est M. Nzengue Fernand qui est au contact, qui connaît le preneur, parce que le preneur c'est un sujet camerounais. Lorsqu'ils arrivent jusqu'à l'entrée de Yem, ils ont déconnecté le GPS. Repris de justice, sans emploi, l'homme possède un parking comblé. Donc il n'est pas son premier coup, parce que même les 2 véhicules, il a une double cabine qui est là, semble-t-il, il l'aurait acheté au Cameroun. Il a une autre véhicule, Toyota Corolla S. Et également, c'est chez sa femme là-bas au premier campement. Donc, ce sont des véhicules douteux. Mais c'est un réseau qui est très élargi parce qu'ils ont jusqu'à ceux qui sont spécialisés dans les techniciens qui sont en charge pour déconnecter les GPS. Ce coup de filet réussi de nos voyants gendarmes témoigne des efforts consentis par les plus hautes autorités de la République en matière de lutte contre l'insécurité. Madame, Monsieur, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous serez en compagnie de Raïssa Eva Aïngoneban pour votre actualité en province. 20h, Ahmad Beni Evaka s'invitera chez vous. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 13h.